Bonjour. Aujourd'hui, je veux raconter mon histoire avec sincérité, tranquillement, sans essayer de paraître plus forte que je ne le suis réellement. C'est l'histoire de la manière dont ma vie a été bouleversée par l'agoraphobie. Cette peur des espaces ouverts, des foules et de toutes ces situations où l'on a l'impression de ne plus avoir d'issue. Mais c'est surtout une histoire de compréhension de soi, de recherche d'origine du trouble et d'apprentissage. On n'a pas à porter seul les difficultés liées à la santé mentale. La première crise sérieuse est arrivée un jour tout à fait banal. J'étais sortie dans le centre-ville pour faire quelques achats, rien de particulier. J'ai pris le métro, je suis descendue à une station très fréquentée, et dès que j'ai mis un pied dans le couloir principal, quelque chose a changé autour de moi. Il y avait trop de monde. Des visages, des voix, des pas, un brouhaha continu. La foule se déplaçait comme une énorme vague humaine. Et j'ai eu la sensation de me retrouver au milieu d'un mouvement que je ne pouvais ni comprendre ni contrôler. C'était comme entrer dans une ruche vivante. Au début, je me suis dit que je n'avais juste pas assez dormi, que ça passerait. Mais ma respiration est devenue courte, oppressée, comme si l'air ne rentrait plus. Ma poitrine s'est resserrée, mon cœur s'est emballé. Et la panique m'a envahi d'un coup, sans aucune préparation. Même si personne ne faisait attention à moi, mon corps réagissait comme si j'étais en danger imminent. J'ai compris que si je ne sortais pas de là immédiatement, j'allais perdre complètement le contrôle. J'ai donc foncé dans le premier magasin ouvert, juste pour m'extraire de la foule. Je suis restée plantée entre deux rayons, essayant de respirer normalement. Je pensais que ce n'était qu'un incident passager, un excès de fatigue peut-être. Mais sur le chemin du retour, j'ai senti que quelque chose clochait vraiment. J'ai dû appeler un taxi parce que l'idée de reprendre les transports me tétanissait. Le lendemain matin, ça allait un peu mieux, mais une tension sourde restait présente en moi, comme un avertissement silencieux que cela pouvait recommencer à tout moment. Et en effet, ça a recommencé. D'abord une fois toutes les quelques semaines, puis de plus en plus souvent. En 2018, ce n'était plus un simple problème. L'agoraphobie faisait désormais partie de mon quotidien. Les attaques de panique arrivaient plusieurs fois par mois, parfois plusieurs fois par semaine. Et le pire, c'est que je ne contrôlais plus rien. Au travail, tout devenait compliqué. J'étais obsédée par la manière de placer mon bureau pour que personne ne se tienne trop près de moi. Je reculais d'un pas quand quelqu'un s'approchait pour me parler. Non pas à cause de la personne, mais parce que mon corps se crispait instantanément. Tension, peur, envie de fuir. Comment expliquer cela à des collègues sans qu'ils pensent que vous exagérez? Eux ne voient qu'un geste étrange. Moi, je ressens une tempête intérieure. Les transports publics sont devenus un cauchemar. Je faisais tout pour éviter les métros bondés ou les bus remplis à l'heure de pointe. Je privilégiais les trajets plus courts, les lignes moins fréquentées, parfois même les VTC, car moins de monde signifiait moins de risques de déclencher une crise. Mais il suffisait d'un contact involontaire, quelqu'un qui frôle mon épaule, pour que tout s'effondre. C'était comme si je débordais déjà de stress et qu'une simple goutte suffisait à faire exploser le trop-plein. J'ai dû descendre du bus plusieurs fois avant d'arriver au travail, la gorge serrée, les larmes aux yeux, essayant de ne pas m'écrouler devant des inconnus. Je ne craignais pas seulement la crise de panique elle-même, mais aussi le regard des autres, leur incompréhension, leur jugement éventuel. L'un des épisodes les plus difficiles est survenu en pleine rue, alors que j'étais avec quelqu'un de proche. La crise a surgi sans prévenir. Je pensais qu'il serait désemparé ou même gêné. Mais il m'a simplement pris dans ses bras, serré contre lui.
comme pour me protéger de tout ce qui m'entourait. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en sécurité, plus apaisée que sous n'importe quel médicament. Mais même cela n'a pas suffi à faire disparaître complètement les crises. Elles revenaient encore et encore, jusqu'à ce que je comprenne que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Nous avons longuement discuté, j'ai passé plusieurs tests et évaluations. Et finalement, le diagnostic est tombé. Agoraphobie, associée à des épisodes dépressifs et certains symptômes proches d'un trouble bipolaire. C'est violent à entendre, mais c'est aussi une forme de soulagement. Au moins, je savais enfin ce qui se passait. On m'a prescrit une thérapie, des antidépresseurs et des médicaments pour l'anxiété. Mais surtout, le médecin m'a dit une phrase essentielle. L'agoraphobie ne disparaît pas du jour au lendemain. Il n'existe pas de bouton off. En revanche, on peut apprendre à vivre avec, à l'apaiser, à reconstruire une vie stable malgré elle. C'est là que la question la plus douloureuse est apparue. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? En cherchant, on s'est rendu compte que la réponse se trouvait bien plus loin dans le passé que je ne l'aurais imaginé. Lorsque mon thérapeute et moi avons commencé à explorer l'origine de mon anxiété, une chose est devenue évidente. Une grande partie de nos peurs d'adultes est enracinée dans notre enfance. Ce n'est pas une formule toute faite, c'est une réalité. Nos réflexes, nos angoisses, notre manière de réagir au stress se construisent longtemps avant que nous soyons capables de comprendre ou de nous protéger. Et le corps, lui, n'oublie rien. En cherchant dans ma mémoire le premier moment où j'avais réellement eu peur de la foule ou des groupes, je suis immédiatement retombée dans mes souvenirs d'école. Pas les cours, pas les petits moments de joie, car il y en avait peu, mais ce sentiment profond d'être à part, différente, isolée. Je n'appartenais à aucun groupe. Je n'avais pas d'alliés. J'étais la fille sur qui on pouvait facilement s'acharner. Et malheureusement, certains enfants le faisaient volontiers. Les enfants peuvent être d'une cruauté désarmante quand ils repèrent quelqu'un de vulnérable. Avec moi, cela ne leur prenait que quelques secondes. À la récréation, il m'arrivait d'être bousculée, tirée par les cheveux, moquée, poussée sans raison valable. Parfois, il suffisait qu'une d'entre elles dise « Allez, on va l'embêter ». Je ne savais pas comment me défendre. Je restais immobile, tétanisée. Et si je pleurais, ce qui arrivait souvent, c'était pire encore. Pour certaines, mes larmes semblaient être une motivation supplémentaire. Grandir dans ce contexte laisse des traces. Le cerveau finit par conclure que la foule est une menace, que les autres peuvent faire mal, que même entouré, on n'est pas en sécurité. Et même lorsque l'on devient adulte, le corps continue de réagir comme si on était encore dans ce même préau d'école. Mon thérapeute m'a expliqué qu'un passé, marqué par le harcèlement scolaire, le stress répété ou la solitude émotionnelle pouvait mener à des troubles anxieux comme l'agoraphobie. L'entendre a été douloureux, mais paradoxalement apaisant. Pour la première fois, tout commençait à faire sens. Dans le cadre de mon suivi, on a introduit l'art-thérapie. On me demandait de dessiner ce que je ressentais pendant mes crises. Au début, cela me paraissait inutile. Mais après quelques séances, un schéma s'est imposé. Mes dessins étaient presque entièrement noirs, épais, fermés, étouffants, exactement comme mes crises. Et puis un jour, sans m'en rendre compte, j'ai apporté un dessin différent. Pas lumineux, non, mais moins sombre. Un peu de gris, un peu de rouge, des lignes moins rigides. Mon thérapeute l'a regardé et a dit « Vous êtes en train de rouvrir un espace intérieur. » Et pour la première fois depuis très longtemps,
j'ai senti une petite ouverture, quelque chose qui changeait. Mais le chemin restait loin d'être linéaire. Certains jours, je reculais plus que je n'avançais. Un jour, dans un bus assez chargé, un homme m'a frôlé par accident, m'a marché sur le pied. Une banalité, en apparence. Mais pour moi, ce fut suffisant pour déclencher une crise violente. Mon cœur s'est emballé, mes mains tremblaient, ma vision s'est troublée. J'ai élevé la voix sans m'en rendre compte. Puis le regard des autres m'a transpercé. J'ai eu honte. Je suis restée debout, les yeux mouillés, comptant les arrêts avant de pouvoir descendre. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. On ne se calme pas à la demande. On ne reprend pas le contrôle par simple décision. Une attaque de panique n'est pas rationnelle. C'est une réaction du corps, immédiate, incontrôlable, presque animale. En commençant à parler plus ouvertement de ma santé mentale, j'ai découvert 2 types de personnes. Celles qui veulent comprendre et celles qui jugent. Les phrases comme « faut relativiser »,« tu te fais des idées »,« tu n'as pas besoin de psy »,« il faut gérer ça toute seule » sont tristement fréquentes. Même en France, où l'on parle de plus en plus de bien-être mental, il reste des tabous, des incompréhensions, des idées reçues. Beaucoup voient encore la thérapie comme un signe de faiblesse. Pourtant, la vérité est simple. Le cerveau est un organe. Et s'il souffre, il doit être soigné comme n'importe quelle autre partie du corps. Je ne raconte pas cela pour attirer la pitié. Je le raconte parce que je sais ce que c'est que de se sentir enfermé dans sa propre tête. De croire qu'on est seul à ressentir ça. Et j'aimerais que quelqu'un qui traverse la même chose entende ceci. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas brisé. Tu n'as pas à porter tout ça sans aide. Et malgré tout, je reste prudente quant aux personnes à qui je confie cette histoire. Non pas par honte, mais parce que beaucoup ne comprennent pas encore ce qu'est un trouble anxieux. Ils jugent vite, interprètent mal, collent des étiquettes. Et je veux protéger ma tranquillité, mes progrès, mon propre rythme. Si mon histoire permet à quelqu'un de se reconnaître, de se sentir moins isolé, de trouver le courage de demander de l'aide, alors tout cela aura eu un sens.